Si les machines doivent apprendre, quelqu'un doit enseigner aux machines, par exemple, à parler une langue. Et ces personnes ne sont pas des ingénieurs, elles sont souvent des personnes qui sont des précaires d'Internet. Je m'appelle Antonio Casilli, je suis sociologue, professeur à Télécom Paris, qui est une grande école d'ingénieurs dans le cadre de l'Institut Polytechnique de Paris. Et entre autres, j'enseigne à l'école des études en sciences sociales. Et donc du coup, je suis un sociologue parmi les ingénieurs, les informaticiens. Mon livre s'attaque à une thèse qui est plutôt une prophétie dystopique, celle de la fin du travail. Or, ce que je fais dans ce livre est de montrer que le travail est toujours nécessaire et encore plus nécessaire aujourd'hui parce qu'il faut que quelqu'un produise et valide les résultats de ces technologies. Donc le travail humain est de plus en plus présent, mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est un travail qui est précaire, qui est invisible. Pas le travail numérique, mais le travail du clic qui est nécessaire pour produire tout ce qui nous entoure en termes de solutions automatiques, intelligence artificielle et ainsi de suite. Souvent, il est présenté comme une activité ludique ou semi-ludique ou une petite activité à côté, mais pas une occupation et surtout, souvent, elle n'est pas encadrée du point de vue contractuel et mal rémunérée. Donc, c'est surtout dans des pays qui sont à faible revenu que ce travail se généralise aujourd'hui. La première famille, c'est celle du travail à la demande. C'est les VTC, de Uber, de Lyft, ou alors les livreurs de Deliveroo, Glovo, etc. La partie la plus importante de leur travail consiste à produire des données sur leur application. Et ces données servent, entre autres, c'est le cas de Uber, à entraîner des véhicules autonomes. Deuxième famille, c'est les plateformes de micro-travail, moins connues au grand public, mais elles se généralisent de plus en plus. Rien qu'en France, on a autour de 260 000 personnes qui micro-travaillent aujourd'hui en échange de quelques centimes pour répondre à des questions, enregistrer des bouts de phrases, reconnaître des images, cliquer à droite et à gauche, et tout ça encore, c'est pour améliorer des intelligences artificielles. Et ensuite, il y a une troisième famille, celle qu'on appelle le travail social en ligne. Et là, c'est le travail de production de la valeur dans des contextes qui se présentent souvent comme de la consommation. C'est par exemple le fait de produire des contenus sur YouTube ou sur Instagram. Et cela ne concerne pas exclusivement les influenceurs ou les créateurs, mais aussi des personnes comme vous et moi, dans la mesure où nous nous servons de ces plateformes. Nous produisons des contenus, des messages, des contenus audiovisuels qui ne sont pas forcément monétisés. Et c'est ça, en effet, si vous voulez, la question qui a été l'objet d'une controverse sur le fait de définir ce type de production de valeur, ce type d'activité comme du travail. Alors, aujourd'hui, la délocalisation prend des formes qui sont nouvelles, originales, inattendues et extrêmement préoccupantes parfois. Si vous êtes une entreprise qui doit, par exemple, avoir recours à une force de travail pour réaliser un service ou produire même une marchandise, vous n'avez pas forcément besoin de délocaliser en ouvrant, par exemple, des usines ou en créant des bureaux dans un pays tiers. Vous n'avez pas besoin de créer des accords commerciaux. Vous pouvez tout simplement vous tourner vers une plateforme qui vous permet d'avoir accès à une force de travail globale. Et de ce point de vue-là, nous sommes face à des formes de compétition internationale, globale, entre les travailleurs.
quel est le tribunal compétent quand il s'agit de travailleurs qui se trouvent aux Philippines mais qui travaillent sur une plateforme américaine pour un client allemand. Ou alors, par exemple, quel est le revenu minimum qui s'applique selon le pays. Si vous avez, par exemple, un bout de micro-travailleurs qui se trouve en Espagne et un autre bout qui se trouve au Venezuela, et le revenu minimum change radicalement selon ces deux pays. C'est toutes des questions qui sont extrêmement importantes. On commence à se les poser. On est encore loin d'avoir trouvé des solutions. Il y a des chercheurs qui ont des approches plus liées au droit et à la régulation, comme par exemple l'anglais Jeremias Prassel, qui est un chercheur à Oxford et qui a écrit un livre qui s'intitule Humans as a Service, les êtres humains en tant que service, et qui en gros décrit les logiques actuelles du travail, de ce travail jetable, de ce travail qui peut disparaître du jour au lendemain ou même d'une minute à l'autre, parce que tout simplement les propriétaires de ces plateformes peuvent décider de tout simplement arrêter cette production d'un tel service et ainsi de suite. Donc là, on est loin de la marchandisation du travail, on est arrivé à la servicialisation du travail.